Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin au sommaire de ce journal. Renforcement de la coopération diplomatique entre le Bénin et le Niger au terme de la 11e session de la grande commission mixte entre les deux États qui s'est tenue à Cotonou lundi et mardi. Les réflexions ont débouché sur plusieurs recommandations. La cérémonie de clôture est placée sous la coupole des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Sur le plan agricole, un grand projet longtemps rêvé vient de prendre corps. Le gouvernement du Bénin a signé un mémorandum d'entente avec l'Association des producteurs de riz du Nigeria. C'est un projet de longue date qui aboutit aujourd'hui au grand bonheur des populations des deux pays. Tout sur la cérémonie de signature dans un instant. Nous parlerons également santé dans ce journal avec un don de la fondation Malta Cross International. Il s'agit entre autres de lits d'hôpitaux, de matelas, de fauteuils roulants et de tables d'accouchement destinés aux formations sanitaires des communes de Comé, de Grand Popo et d'Atiémé. Ce don d'équipements médicaux est officiellement réceptionné ce mardi à l'hôtel de ville de Comé dans le département du Mono. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le Bénin et le Niger revisitent leurs relations de coopération. C'est à la faveur de la 11e session de la grande commission mixte nigéro-béninoise de la coopération. Les travaux ont pris fin ce mardi après 2 jours de réflexion qui ont débouché sur des recommandations. La cérémonie de clôture a été coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux États. Narcisse Alossé pour plus de précisions. Paraphe et échange de documents, les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Bénin pour un nouvel envol dans les relations de coopération entre les deux pays. Le Niger et le Bénin ont toujours entretenu d'excellentes relations de bon voisinage, d'amitié, de solidarité et de fraternité. Les liens spéciaux et privilégiés qui unissent nos deux pays, la volonté et la détermination de nos hautes autorités ont permis de rendre au fil des années notre coopération durable, multiforme, dans une vision commune et dans l'intérêt de nos deux peuples. Les bases juridiques de cette coopération jetées le 5 janvier 1975 avec la naissance de la commission mixte nigéro-béninoise ont été renforcées et instituées le 6 janvier 2015, laissant place à la grande commission mixte nigéro-béninoise de la coopération. Et au cours de cette 11e session de l'organe, les membres de cette grande commission se sont concertés pour discuter des meilleures voies d'établir un partenariat durable. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent de façon éloquente la nouvelle orientation de la coopération entre les deux pays, comme vous l'indiquez tout à l'heure, Monsieur le ministre, et le communiqué final que nous venons de signer en est le reflet tangible et un acte solennel d'homologation des grandes conclusions de cette session dont l'état des lieux a permis d'établir que la léthargie des comités et commissions de consultation, la vétusté des instruments juridiques existants, l'inexistence d'un cadre formel de coopération en matière de sécurité, de renseignement, de lutte contre le terrorisme entre le Bénin et le Niger, mais il s'agit là de sujets qui généralement ne sont pas dans le domaine public. Les sessions statutaires du principal cadre institutionnel de coopération entre le Bénin et le Niger reprennent ainsi après près de 8 ans d'interruption dues à certaines contingences, ce qui marque une nouvelle ère dans les relations qui lient ces deux pays de la sous-région ouest-africaine. 9e rencontre trimestrielle de la Cour suprême avec les juridictions du fond et les auxiliaires de justice. Le dialogue institutionnel instauré par la Cour se veut un cadre d'accompagnement technique et pédagogique des participants. L'exercice permet de revisiter et d'harmoniser la compréhension des textes de loi et règlements en vigueur, ceci pour une justice crédible et efficace aux yeux des justiciables. Les travaux lancés lundi sont prévus pour terminer ce mercredi. La rencontre est périodique et noue le dialogue entre le juge de fond et le juge de droit pour la 9e fois. Et au tribunal de première instance de 2e classe de Dassa, les membres de la Cour suprême des juridictions de fond, des auxiliaires et autres acteurs se sont retrouvés. L'objectif des échanges est de rendre la justice performante, efficace et en adéquation avec les exigences du système de gouvernance. La rencontre de ce jour nous donne l'opportunité d'être la capitale du droit où les sommités de la science se retrouvent pour discuter et échanger entre sachants. Pendant 3 jours, nous échangerons
à bâton rompu sur des thématiques de préoccupation quotidienne majeures pour nos offices respectifs. Je voudrais nous souhaiter des débats francs, directs, sans tabou, ni faux fuyants, mais dans une démarche de convivialité, de courtoisie confraternelle et républicaine. L'enjeu est de nous amener, de nous outiller mutuellement au fin de renforcer nos capacités d'intervention dans l'accomplissement de nos missions respectives. Organisées par la Cour suprême, les assises vont durer 3 jours. La pertinence du thème retenu dénote de l'engagement des organisateurs, mais aussi du ministère de la Justice à travailler à une conformité des interprétations et l'application des lois et règlements en vigueur, ceci pour une plus grande sécurité juridique. Cette disposition ne met pas à la charge de la Cour suprême un rôle de gendarme vis-à-vis des juges du fond, mais postule au contraire un accompagnement technique et pédagogique, en l'absence, je dois le dire, d'un plan de formation continue ou de recyclage des magistrats du fond. C'est dire donc combien notre justice nécessite cet accompagnement pédagogique pour pouvoir répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens qui aspirent à une plus grande sécurité juridique. Les revendications d'une justice plus accessible, plus rapide, débarrassée des lourdeurs et pesanteurs de toute nature, est des plus légitimes et justifie ainsi, à bien des égards, l'institutionnalisation d'un cadre permanent de dialogue direct, franc et sincère entre tous les acteurs du monde judiciaire en général et ceux de la magistrature en particulier. Cadre d'un accompagnement technique et pédagogique, le conclave a connu cette fois la présence des représentants des chambres de notaires, d'huissiers et des commissaires-priseurs. Ce creuset du dialogue institutionnel vise non seulement à renforcer la capacité des participants, mais aussi la crédibilité et l'impartialité des décisions de justice rendues par les acteurs invités. Et pendant ce temps, la commune de Semepodi veut définitivement tourner la page des litiges domaniaux grâce à la numérisation du foncier. Une délégation du conseil communal était à Kigali dans ce cadre pour en apprendre davantage de cette ville du Rwanda qui a réussi la numérisation. Que retenir donc de cette mission à Kigali et quelles sont les retombées pour la commune de Semepodi? Les élus qui ont effectué le déplacement ont organisé une conférence de presse à cet effet suivant. Du 1er au 8 novembre dernier, une délégation composée d'élus de la commune de Semepodi a séjourné à Kigali, au Rwanda, dans le cadre du projet Aston qui vise la numérisation des parcelles dans 11 villes africaines. Semepodi a souscrit à ce projet et c'est pour partager l'expérience vécue à Kigali et les retombées pour la commune de Semepodi que ces élus qui ont effectué le voyage ont organisé cette conférence de presse. L'intérêt pour la ville de Semepodi, qui n'a pas fait piètre figure, était de passer à la phase d'expérimentation avec les meilleurs outils attendus dans la rencontre de Kigali. Le plan d'action de la ville de Semepodi a donc reçu l'approbation du secrétariat d'Aston. Nous pouvons donc aujourd'hui dire que nous tenons dans les délais impartis pour la phase 3 du projet qui n'est rien d'autre que l'expérimentation. À titre de comparaison, nous avons constaté une avancée spectaculaire dans le développement numérique de la ville de Kigali, au point qu'on peut être tenté de dire que la ville est déjà une ville intelligente. En effet, le numérique a déjà couvert presque la totalité des services administratifs du pays et a impacté une partie importante des secteurs de développement de la ville de Kigali. Semepodi présume donc de la même ambition, particulièrement et pour le Bénin en général. Tout a été fait de la manière technologique la plus pointue du monde pour que ce qui devrait nous réunir soit un succès total. Pour les conférenciers, Kigali a été un cadre d'apprentissage.
Il était question pour eux de s'inspirer du développement numérique de Kigali pour la numérisation du foncier à Semekpoji. Si je prends de manière concrète l'exemple de ce que peut apporter la numérisation, lorsqu'aujourd'hui on rentre dans le domaine là, du domaine du foncier, vous savez qu'il y a des arrondissements aujourd'hui où les opérations de lotissement sont menées à un certain nombre de pourcentages. Ces données-là ne sont pas pratiquement consignées en dehors des renseignements que nous pouvons obtenir, par exemple, au niveau du service des affaires domaniales. Or, les endroits où les opérations ne sont pas menées, lorsque vous rentrez, par exemple, à Halouyeme aujourd'hui, vous ne pouvez pas obtenir un renseignement lié à une parcelle à Halouyeme dans les registres, par exemple, de la mairie, de telle sorte que vous êtes pratiquement exposé. Avec l'appui du projet Aston, Semekpoji compte relever le défi de la numérisation pour que définitivement soient conjugués au passé les litiges domaniaux. Troisième réunion au titre de l'année 2021 du réseau des femmes élues conseillères RIFEC. Soutenu par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, les assises ont permis d'entretenir les participantes sur le contenu du Code de l'administration territoriale. Ce nouveau code voté en octobre dernier par l'Assemblée nationale vient remplacer l'ensemble des lois sur la décentralisation. Voici le compte rendu de Imet Hélène Amonso. Des femmes élues conseillères venues de diverses localités. Toutes membres du RIFEC, réseau des femmes élues conseillères, elles prennent ici part à la troisième réunion du Creuset au titre de l'année. La rencontre se tient dans un contexte où, conformément à l'engagement pris dans son projet de société 2021-2026, le chef de l'État a entrepris une profonde réforme du secteur de la décentralisation. Désormais, nous pouvons dire que nous avons 3 organes politiques au sein d'une commune. Nous avons d'abord le conseil communal, qui est le creuset dans lequel se retrouvent tous les conseillers élus. Nous avons un autre organe qui est créé, qui n'existait pas, qu'on appelle le conseil de supervision. C'est un organe dans lequel se retrouve le maire, ses adjoints et les 4 présidents des commissions permanentes. Et en dehors de ça, nous avons également le maire lui-même et ses adjoints qui constituent le 3e organe politique. En dehors de ces organes politiques, il y a un organe technique et administratif que constitue le secrétaire exécutif, qui est désormais ordonnateur du budget. Le nouveau code de l'administration territoriale a été voté le 21 octobre dernier par l'Assemblée nationale. Sa mise en vigueur est annoncée pour janvier 2022. En prélude à cette mise en application, le RIFEC a jugé nécessaire de préparer ses membres quant au bouleversement qu'engendrerait la création de nouveaux organes dans le fonctionnement des communes. Quelle représentativité et quelle participation pour les femmes conseillères au sein du conseil de supervision, qui est un organe stratégique. C'est pour nous aider à répondre à toutes ces interrogations que nous avons commis les services d'un juriste qui va nous éclairer sur quelques dispositions clés du Code de l'administration territoriale. Organisé avec l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, les assises ont aussi été l'occasion de passer en revue les activités menées ces derniers mois en termes de plaidoyer, de recherche de financement et de développement institutionnel. Des projections ont également été faites sur 2022. L'autre sujet ayant retenu l'attention des élus conseillers est une communication sur le projet The Challenge Initiative, TCI. Elle a été présentée par la directrice TCI, Région Afrique de l'Ouest. Awatala a fait la genèse du projet, les stratégies et actions retenues et exécutées, puis l'impact du projet sur la vie des populations des villes bénéficiaires au Bénin. L'objectif des échanges est de susciter davantage l'engagement des femmes élues conseillères en vue de l'atteinte des objectifs. Je l'annonçais dans le titre, le gouvernement du Bénin vient de signer un mémorandum d'entente avec l'association des producteurs de riz du Nigeria. C'est un projet de longue date qui aboutit aujourd'hui au grand bonheur des populations des 2 pays. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l'économie et des finances. Ali Momoni pour plus de précisions. Un mercredi de conseil des ministres et pourtant 5 ministres du gouvernement se sont manifestés pour cette rencontre au sommet. La signature du mémorandum d'entente entre le Bénin et l'Association des producteurs de riz du Nigeria, RIFAN. Il s'agit d'un partenariat pour mener une opération conjointe d'appui à la production et à la transformation du riz béninois. In our tradition, we have that belief that whatever starts
on Wednesday will come to stay. And then it will be a continuous till the end of day or till the end of time. And luckily, we are here today, same Wednesday, in a very good morning. We are going to perfect our relationship that has started for a very long time. Signature de documents et échange de paraphes pour officialiser le mémorandum d'entente entre le Bénin et le Nigeria pour la production et la transformation du riz. Je suis heureux que les démarches entreprises depuis quelques mois aient pu aboutir en cette période où nous sommes en intersaison, où on peut préparer une bonne campagne. J'ai l'espoir que ce que nous faisons aujourd'hui portera les fruits et renforcera la coopération technique entre nos deux régions, nos deux États et nos peuples. Les négociations pour cette nouvelle collaboration entre le Bénin et le Nigeria ont démarré depuis environ 1 an et à travers les échanges de ce jour, c'est une nouvelle page de l'agriculture béninoise qui s'ouvre ainsi. Le Bénin s'est déjà affûté pour l'aboutissement du partenariat via l'exploitation de son sol. J'espère que dans les jours qui vont suivre, ils vont pouvoir démarrer et contribuer à ce que nous attendons de plus. Comment produire au Bénin et aider à nourrir les 200 millions d'habitants du Nigeria. Voilà juste ce que moi je vais dire. Je crois que la partie béninoise a joué sa partition et je souhaite vivement que nos camarades du Nigeria fassent l'effort d'aller vite. Parce que nous avons un temps court pour mettre en valeur nos bas-fonds rizicoles au Bénin. Avec ce nouveau partenariat, les deux pays comptent non seulement améliorer la production du riz, mais aussi faciliter une longue et fructueuse collaboration sur plusieurs autres plans, dont le commerce et la sécurité. We sign MOUs, but in Benin, technically, when we decide to sign an MOU, that means we are ready to act. And execution here will be key, and we're taking this MOU very seriously. And I just want to assure you that we'll be there, ready to assist. Après la signature du mémorandum, les deux parties ont eu des échanges pour élaborer le processus de mise en œuvre du projet. Restons dans le secteur de l'agriculture pour annoncer le Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire CIMA. Cette première édition qui vise à révéler les potentialités de l'agriculture au Bénin se focalisera sur le thème « L'agriculture béninoise à l'ère de la territorialisation du développement agricole, les grands défis et enjeux de la modernisation ». Et c'est justement pour annoncer l'événement qui se déroulera aussi bien à Cotonou qu'à Parakou que les organisateurs ont organisé une conférence de presse pour expliquer le bien fondé de l'initiative qui démarre ce jeudi 25 novembre au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Ouliat Sanoussi pour les précisions. Les différentes réformes mises en œuvre dans le secteur agricole par le gouvernement ont permis de révolutionner l'agriculture béninoise ces dernières années. Mais plusieurs actions de modernisation du secteur restent inconnues de la population et même des acteurs et partenaires. D'où l'organisation du Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire CIMA qui est à sa première édition. Ce salon vise donc à présenter ce que nous sommes en train de faire, les résultats qui sont déjà là, en quoi est-ce que c'est intéressant, mais aussi rassurer les acteurs et que tout cela soit renforcé, surtout avec l'implication des acteurs du privé. Donc l'idée, c'est de révéler notre potentiel dans les pôles de développement agricole, tel que cela s'est révélé depuis plusieurs années. C'est de mobiliser davantage l'intérêt du privé, des investisseurs, pour s'occuper des maillons sur lesquels ou des aspects sur lesquels l'État n'est pas forcément le meilleur en la matière. Cette première édition du CIMA, faite de plusieurs activités, est axée sur le thème « L'agriculture béninoise à l'ère de la territorialisation, les grands défis et enjeux de la modernisation ». Elle se déroulera en 2 phases. D'abord au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou et ensuite à la place Tabera de Parakou. Il y a d'abord Cotonou, et ça c'est du 25 au 28, donc en 4 jours, et Parakou, là ce sera plutôt du 2 au 5 décembre. Alors pourquoi ce choix? D'abord, il y a le contexte de Covid qui nous y oblige. Parce qu'il faudra gérer jusqu'à 300 forains, ce n'est pas du tout aisé.
Et quand on dit 300 forains, imaginez le nombre de visiteurs. Deuxièmement, c'est aussi une question d'efficience et de donner surtout de la chance aux acteurs directs des chaînes de valeur d'y prendre part. Que ce soit à Parakou ou à Cotonou, chaque jour, entre 9h et 19h, on aura des animations de panels, des ateliers, des rencontres et autres activités diverses. Et ensuite, il y aura des expositions de produits, de services, des solutions agricoles et agroalimentaires pour les acteurs, et il y aura des événements dits spéciaux. Ces événements spéciaux sont entre autres le CIMA Food et Détente, le CIMA Dîner VIP, le CIMA Awards, une compétition suivie de récompenses ouverte à tous les participants du secteur agricole et agroalimentaire, et le CIMA Démo et Innovation Session. L'événement a pour sponsor officiel la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA. Le CIMA est une occasion pour la SONAMA de montrer tout ce qui se fait au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en matière de mécanisation agricole, de modernisation agricole, parce que nous allons, au cours du CIMA, montrer non seulement les machines que nous avons, mais les services que nous mettons à disposition des agriculteurs et aussi leur présenter les facilités d'accès à ces machines-là. De nombreux partenaires accompagnent le CIMA, notamment le FAGAS, la GIZ, la coopération belge et de nombreuses autres structures de financement décentralisées. Le salon se déroulera dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Alors à présent, l'université d'Abomey-Calavi, où le département des lettres, langues, arts et communications a célébré 11 enseignants-chercheurs qui sont déjà admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'est à l'occasion du colloque sur le trentenaire des conférences nationales en Afrique. Retour sur l'ambiance assez singulière qui a prévalu dans l'amphithéâtre Idriss Déby avec Teddy Godalo. 11 enseignants-chercheurs de la faculté des lettres, langues, arts et communications de l'université d'Abomey-Calavi sont ici célébrés pour service rendu. Ils repartent avec un tableau portrait, un acte de reconnaissance et tous les honneurs dus à leur rang. Oui, il s'agit ici de la célébration de l'excellence à l'absolu, de la performance. Je parle aussi de joie, car je revois de vénérables visages d'aînés qui, bien avant moi, ont apporté leur pierre ô combien précieuse à l'édification de cette belle entité qu'a été l'ESFlash. En initiant ces hommages à leurs formateurs admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, les collègues du département des lettres modernes posent un acte important d'accomplissement d'un devoir de reconnaissance. Oui, c'est un acte de gratitude envers leurs aînés, entre les mains expertes de qui sont passées des générations et des générations d'étudiants du Bénin et d'ailleurs. Ces anciens ont contribué à fournir au Bénin et à l'Afrique des cadres pétris de savoir-faire dans différents domaines de la vie. C'est une célébration qui intervient à l'occasion du colloque sur le trentenaire des conférences nationales en Afrique. Plusieurs de leurs anciens étudiants et même le corps enseignant de la FLAC ont également témoigné leur gratitude aux heureux récipiendaires. Chers célèbres professeurs, soyez heureux et soyez fiers de votre œuvre. En effet, par votre rigueur, votre professionnalisme et votre fermeté, par la qualité des cours que nous recevions de vous, par la fiabilité et la sincérité des résultats en fin d'année auxquels vous attachez du prix, vous avez contribué à donner toutes ces lettres de noblesse à notre département. Certains croiront peut-être que moi qui parle, que je n'ai pas été leur étudiant. Mais bien sûr, je suis passé par leurs mains. Et si aujourd'hui il y a quelque chose que vous appréciez peut-être positivement en moi, eh bien c'est peut-être à eux que je le dois.
La faculté des lettres, langues, arts et communications de l'université d'Abomey-Calavi démontre ainsi son attention à l'endroit des enseignants qui ont contribué à l'éclosion de l'entité. Un ouvrage est d'ailleurs lancé en leur honneur au fin d'immortaliser leurs différentes œuvres au profit de la communauté universitaire. Parlons santé à présent avec la cérémonie de remise officielle d'équipements médicaux ce mardi à l'hôtel de ville de Comé dans le département du Mono. C'est un don de la fondation Malta Cross International avec le soutien de l'opérateur économique Charles Gagnon. Destiné aux formations sanitaires des communes de Comé, de Grand Popo et d'Atiémé, le don est composé entre autres de lits d'hôpitaux, de matelas, de fauteuils roulants et de tables d'accouchement. Le point de la cérémonie avec Geoffroy Messin. En sa qualité de représentant de la Fondation Malta Cross International, Florentin Tchaou, grand prieur du Bénin, de l'ordre souverain de Saint-Jean, de Jérusalem, chevalier de Malte, et Bernard Kofi Adan-Hopé, maire de la commune de Comé, paraphe puis s'échange des documents. Il formalise ainsi le don d'équipements médicaux de la Fondation Malta Cross International aux formations sanitaires de Comé. L'acte a eu lieu dans l'après-midi de ce mardi 23 novembre 2021 dans la principale salle de conférence de l'hôtel de ville de Comé. Au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je voudrais vous dire merci, monsieur l'ambassadeur. Merci pour cette manifestation de solidarité internationale. Monsieur l'ambassadeur, en effet, il y a quelques mois, vous étiez en visite de travail dans nos locaux. À cette occasion, nous avions exprimé des besoins dans plusieurs domaines, en l'occurrence celui de la santé. Votre présence parmi nous cet après-midi témoigne de ce que vous n'êtes pas resté insensible à notre cri de détresse. Le don de la Fondation Malta Cross International est composé de lits d'hôpitaux, de matelas, de fauteuils roulants, de béquilles, de tablettes, de tables d'accouchement et de pauses perfusion. 3 communes au total en sont les bénéficiaires. Outre Comé, il y a Grand Popo et Atiémé. Le lot que voici et qui a été exposé dans la cour de l'hôtel de ville est destiné à l'arrondissement central de Comé. Les autres localités recevront dans les prochains jours leur lot. Notre ambition est de devenir le meilleur partenaire du Bénin en matière d'équipement des formations sanitaires. Vous comprenez avec moi, mesdames et messieurs, que cet objectif ne peut être atteint sans que nos actions n'impactent directement les populations dans les milieux les plus reculés du pays. C'est pourquoi, en marge de ce qui se fait déjà avec l'État central, la Fondation Malta Cross International a été instruite pour répondre également aux sollicitations, aussi bien des collectivités locales que d'autres organisations et associations qui œuvrent dans le secteur de la santé. L'initiative de ce geste humanitaire porte un nom, Charles Gagnon, opérateur économique natif de Comé. Il a joué une part importante dans la collecte, l'acheminement et le dispatching des équipements. Conscient que seul l'État ne peut tout faire et que le développement doit impliquer la participation de chaque citoyen, nous avons pris des mesures pour venir en aide aux centres de santé de nos communautés à la base grâce au soutien de l'ambassade de Malte. C'est le moment aussi pour nous de remercier les donateurs locaux, en l'occurrence l'honorable Gagnon, qui, de par sa générosité légendaire, a pu contribuer à part entière à la manutention, aux frais de manutention de transport pour le convoyage de ces équipements au niveau donc de notre département. Les formations sanitaires de la 17e circonscription électorale peuvent donc se frotter les mains. Cette aide vient contribuer significativement à l'amélioration de leur plateau technique, et ceci pour le bonheur des populations.
Et dans la perspective de promouvoir davantage les droits des enfants sans aucune discrimination, l'UNICEF Bénin a initié un relais afin d'amplifier le plaidoyer en faveur du respect des droits des enfants. À Djougou, pour le compte du département de la Donga, les enfants ont remis à l'autorité préfectorale les lettres de plaidoyer. Alassane Harouna. Le préfet du département de la Donga reçoit des mails de la porte-parole des enfants et celui des jeunes des lettres de plaidoyer. Il s'agit des messages de plaidoyer en faveur de la promotion des droits de l'enfant et des jeunes qui sont parfois victimes des abus et violences de tout genre. Dans la Donga, la problématique de l'immigration clandestine et l'épineuse question du chômage sont l'essentiel des messages délivrés au préfet. Des milliers de jeunes diplômés sortent des universités publiques et privées chaque année et sont mis à disposition d'un marché de l'emploi qui n'arrive plus à les absorber. Ceci est dû à plusieurs raisons liées aux insuffisances de notre système éducatif, dont entre autres l'inadéquation de la formation emploi, l'inefficacité de la politique d'orientation dans nos écoles, universités et différentes structures de formation. C'est pour relever tant soit peu ce défi que nous, les jeunes de la Donga, plaidons pour la poursuite des efforts consentis par les autorités pour une meilleure formation professionnelle des jeunes afin de réduire considérablement le taux de chômage et le sous-emploi dans notre département. Nous, enfants de la Donga, plaidons pour qu'une sensibilisation accrue soit faite par les institutions compétentes auprès des enfants et des parents pour expliquer les méfaits, les risques et les dangers de l'immigration clandestine. Autant de préoccupations soumises à l'autorité préfectorale qui promet jouer convenablement sa partition en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail aussi bien des enfants que des jeunes. Je sais que la question de chômage et consorts, c'est une question mondiale. Parce qu'aucun pays aujourd'hui dans le monde ne peut dire « moi j'ai 0 chômeur ». Parlant de l'immigration, j'avoue que c'est un cœur serré. C'est avec un cœur serré que je l'aborde puisque le département de la Donga dont j'ai la charge fournit beaucoup de candidats à l'immigration. La protection des droits de l'enfant et l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'UNICEF en fait aussi sa préoccupation majeure. Elle a donc initié le relais de plaidoyer des enfants et des jeunes. L'idée de ce relais, c'est vraiment de créer un dialogue entre les générations. C'est pourquoi nous avons invité à la fois les enfants, mais aussi les jeunes et les préfets qui sont des autorités qui prennent des décisions à pouvoir dialoguer et échanger ensemble pour voir qu'est-ce qui peut être fait à différents niveaux pour à la fois respecter leurs droits, mais également améliorer leurs conditions de vie. Cette activité qui vient une fois de plus matérialiser l'engagement de l'UNICEF à construire un monde plus juste et plus inclusif coïncide avec la célébration de son 75e anniversaire. Merci. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous en compagnie de notre programme.